L'obésité, ça peut vouloir dire beaucoup. Ça peut être grave. Car l'obésité est une maladie. Mais vous pouvez agir en allant consulter votre médecin ou une équipe médicale, et puis en prenant soin de vous, avec plein de petites choses de tous les jours. L'obésité est une maladie qui se soigne. Pensez à vous. Prenez soin de vous. Je suis obèse. L'opération n'est pas un caprice et j'ai le droit de me soigner. L'obésité est un combat à vie et c'est le combat de ma vie. L'opération n'est pas une baguette magique. On me parle de bénéfices-risques. J'écoute, je comprends, j'apprends, j'applique. Ce n'est pas une démarche facile, ce n'est pas une démarche esthétique. Je veux gagner des années de vie, je veux sortir de ce sursis. La chirurgie peut aider, mais je dois me responsabiliser, réduire les comorbidités et bouger avec plus de facilité. Rien à faire des retouches couchées sur papier glacé. Je ne veux pas perdre ma personnalité, mais juste être mieux, en meilleure santé et révéler ma beauté. Ce n'est pas une démarche facile, ce n'est pas une démarche esthétique. Je veux gagner des années de vie, je veux sortir de ce sursis. Est-ce que l'on comprend les enjeux ? Mais oui, on n'est pas dans une ère de jeu. Après les examens, on accepte de jouer le jeu. Parce que se prendre en charge, peut-être qu'on le peut. Je veux sortir de ce cycle. Ce sera, je le sais, un long et difficile périple. Mais le gain d'année de vie en vaut tellement le triple. Ce n'est pas une démarche facile, ce n'est pas une démarche esthétique. Je veux gagner des années de vie, je veux sortir de ce sursis. Les docs sont là pour nous accompagner. Un impératif, le suivi à assurer. Auprès de l'ensemble de l'équipe, l'APA, le NUT, les diètes, mon psy. Sans oublier mon chir, que je dois remercier, avec qui je suis désormais liée à vie, tout comme avec les vitamines et l'activité physique. Ce n'est pas une démarche facile, ce n'est pas une démarche esthétique. Je veux gagner des années de vie, je veux sortir de ce sursis. J'ignore les remarques futiles et tous ces cons qui me stigmatisent. Je suis acteur de mon suivi parce que moi aussi j'ai le droit à la vie. Je deviens acteur de ma santé. Auprès de vous, je m'y suis engagée et je n'oublierai jamais d'où je suis opérée. Et surtout que dans ma tête, j'ai peut-être encore des comptes à régler. Ensemble, devenons acteurs de notre santé. Bonjour. 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 Oui. Rebonjour. Rebonjour. La communauté qui nous accompagne. Un grand bonjour, docteur Rochereau. Merci, Brigitte, d'être à nos côtés pour aborder ce thème qui a toute son importance, l'obésité et le suivi dans le cadre d'un parcours de soins, enfin la prise en charge, ce qu'est l'obésité, tout ça. À mes côtés, évidemment, Annick et Laurette. Voilà. Brigitte, est-ce que vous souhaitez vous présenter et dire qui vous êtes et ce que vous faites? Voilà, déjà pour commencer, merci de votre invitation en tout cas. Donc, je m'appelle Brigitte Rochereau, je suis médecin nutritionniste. Je travaille à la fois en libéral à Paris et en région parisienne à Antony. Et je travaille également dans un centre, une SSR, une petite clinique, où nous recevons des adolescents en situation d'obésité. Voilà, pour la prise en charge de l'obésité de l'adolescent, avec ce que ça comporte comme famille autour, les parents, voilà, la famille. Alors, voilà, donc je suis prête à répondre à vos questions. Ce docteur est très humble, nous la connaissons depuis des années. Je dois vous dire que c'est une grande spécialiste aujourd'hui reconnue dans la prise en charge des patients atteints d'obésité.
Et Brigitte a cette force absolument extraordinaire et formidable d'être tout à fait consensuelle, et j'entends par consensuelle, d'être aussi bien appréciée par les acteurs de la profession de médecin nutritionniste que des chirurgiens, parce que parfois il existe quelques divergences d'opinion entre les médecins nutritionnistes, et on en parlera, et peut-être un peu, et les chirurgiens. On dit que les médecins nutritionnistes sont pas pour les interventions, enfin voilà, ou que trop pour, je ne sais pas. Et c'est vrai que vous êtes très consensuel et que vous êtes apprécié par vos pairs dans ces deux professions. Merci beaucoup de vous être libérés pour être à nos côtés. Alors, le thème du jour. Bonjour. Bonjour. L'obésité. Donc, tout à l'heure, sur la conférence d'avant, on a essayé de définir qu'est-ce que c'était le surpoids. Donc là, on va essayer d'un peu définir ce qu'est l'obésité. D'accord. Voilà, donc, et sur le plan, alors plus sur le plan médical, mais aussi sur cette maladie chronique multifactorielle. Donc, en fait, voir un peu comment vous pouvez parler et alerter sur l'obésité et comme problème de santé. D'accord. Alors, en tant que médecin, de toute façon, l'obésité est une maladie, vous l'avez bien dit, une maladie, et le propre de l'obésité, c'est une maladie chronique. C'est-à-dire que ce n'est pas une angine qu'on peut traiter avec un médicament et qui guérit, ce n'est pas une otite qu'on traite avec un médicament qui guérit, c'est une maladie que le patient va devoir apprendre à lutter contre toute sa vie, en fait. C'est pour ça qu'en fait, le problème de tous ces médias de régime médiatique où les gens maigrissent beaucoup en peu de temps et les gens sont très friands de ça parce que je serais débarrassée de ce problème-là. Le problème, c'est que ça aggrave la maladie, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens vont maigrir et comme ils seront incapables de tenir sur un long terme, c'est la meilleure façon de regrossir. Donc, j'attire déjà l'attention sur ces régimes médiatiques. Voilà. Par contre, on est dans une maladie de la masse grasse, c'est-à-dire, hélas, ou tant mieux, ne grossit pas qui veut. Vous avez des gens qui ont un style de vie mais complètement anti-médical, qui ne font pas de sport, qui mangent n'importe quoi et qui ne grossiront jamais. J'ai même en consultation des patients qui viennent pour grossir, alors que leur style de vie, vraiment, ça ferait pâlir quelqu'un qui, au contraire, veut perdre du poids. Donc, déjà, on est tous inégaux devant ce problème de poids, et donc, on a déjà au départ une génétique favorable. Alors, cette hérédité ne fait pas tout non plus quand même. Il ne faut pas dramatiser en disant « ça y est, je suis foutue, je suis condamnée à être obèse ». Le problème, c'est que cette maladie, elle explose dans un environnement, on va dire, qui est favorable. Hein, c'est-à-dire que, moi, je dis en général aux personnes qui viennent me voir, si vous étiez à Koh Lanta, ben, vous avez beau avoir une fragilité à grossir, vous ne grossirez jamais, mais c'est Koh Lanta, donc bonjour la vie à Koh Lanta. Hein. Et puis, dehors, c'est plutôt l'île de la tentation. Donc, tout est fait pour qu'on ait à disposition la nourriture tout le temps. Et surtout, on a des modes de vie sédentaires et des modes de vie très stressés, mine de rien. Hein, on a beau avoir une qualité de vie sympa, mais quand même, on est assez stressé. Donc, la conjonction de ces différents facteurs avec des apprentissages aussi personnels, hein, chacun a sa culture alimentaire, font que cette maladie peut exploser ou pas. Donc, la personne qui a une fragilité à grossir doit prendre conscience qu'avant de la traiter, cette maladie, il faut bien la comprendre, c'est-à-dire savoir où on va avant de proposer un traitement. Parce qu'en fait, on ne parle pas de l'obésité, on parle des obésités. Chacun son problème de poids. D'accord ? On a beau avoir le même IMC, par exemple, je vous dis au pif, IMC 40 kg par mètre carré, eh bien, les raisons de cette obésité sont différentes d'une personne à l'autre. Donc, on ne peut pas prendre en charge les personnes avec le même programme, la même chose. Il faut vraiment faire du sur-mesure. Pour faire du sur-mesure, il faut comprendre cette maladie. Déjà, il faut voir depuis combien de temps elle existe. D'accord ? Est-ce qu'elle existe depuis l'enfance ou depuis l'âge adulte ? Comment elle s'est générée ? Quels sont les facteurs qui ont favorisé cette prise de poids ? Et surtout, qu'est-ce qu'a fait la personne pour lutter contre ces problèmes de poids ? Et quand on a fait ce bilan, en fait, bon, en médecine, on parle d'enquête, hein, vous savez, on est un peu policier. Quand on a fait tout ce bilan, après, on peut voir avec la personne, lui proposer un diagnostic et voir ce qu'elle est capable de faire. Pas forcément ce qu'elle a envie de faire, parce qu'envie de faire, c'est maigrir. Hein. Moi, je vois les adolescents, c'est maigrir du jour au lendemain. Donc, voilà. Non, c'est ce qu'elle a envie de faire et ce qui est possible de faire pour éviter qu'elle ne s'aggrave déjà. Voilà. Et après, petit à petit, avec différents acteurs de santé, évidemment, on voit la part, effectivement, qui est très précieuse. On peut voir aussi la psychologue, on peut voir aussi les éducateurs, on peut voir aussi les associations de patients qui sont là aussi pour accompagner les gens.
avec différents acteurs de santé, la personne peut se laisser naviguer avec ce couloir. Mais toute seule, c'est très compliqué, toute seule. Hein, parce que seule, dans un environnement tentateur, et des habitudes peut-être de vie qui ne sont pas morales, et naviguer, c'est très compliqué. Donc, vraiment, il faut déjà avoir au départ un bilan. Donc, dans votre intervention auprès de ces personnes-là, est-ce que c'est vous qui… Enfin, les personnes viennent dans une première intention chez vous en tant que médecin ou médecin nutritionniste Oui. ou alors, et est-ce que c'est vous, en fait, qui les orientez vers d'autres professionnels ou alors c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe? Ben, les deux, on va dire. Hein, c'est les deux. Soit c'est les patients qui viennent nous voir de leur propre chef, soit c'est les confrères qui me les adressent, ou les copains des copains, ou les associations. Enfin voilà, donc ce sont des gens qui arrivent dans mon cabinet. Et c'est vrai que la première fois, je suis obligée de faire un bilan quand même de la maladie. Je ne veux pas leur demander, voilà, vous allez manger 3 haricots verts et tout. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est juste faire un diagnostic de la maladie. Et en fonction de ça, effectivement, d'abord, je commence un peu à les prendre en charge. Après, je peux très vite m'orienter vers des professionnels de santé ad hoc, c'est-à-dire, par exemple, une personne, elle aura besoin de l'APA, de la kiné. Une autre personne aura peut-être besoin de la psy. Parce qu'effectivement, quelquefois, il y a des poids qui camouflent voilà, des histoires personnelles. Mais je ne les abandonne pas parce qu'effectivement, moi, je m'occupe du corps quand même. D'accord, il ne faut pas les abandonner. Parce que le corps, il existe. Alors, en plus, on le voit. Il y a des gens qui ne veulent surtout pas le voir. Donc, ils sont là. Voilà. Donc, il faut aussi s'occuper de la maladie en tant que telle. Et d'éviter surtout les complications. Voilà, mon rôle à moi, c'est d'éviter les complications. Et après, petit à petit, les amener vers un versant s'ils peuvent de perdre de poids. Mais c'est ce que vous disiez, et tout à l'heure, on avait fini quand on parlait du surpoids. Reste là. Quand on parlait du surpoids tout à l'heure, moi, je pense que vraiment, déjà, le surpoids, c'est la prévention. C'est un axe de prévention de l'obésité. Et tout à l'heure, vous disiez bien que quand il y a une problématique d'obésité, et qui est maladie, en fait, on sait très bien que quand on est patient, on va voir, et puis on nous dit l'IMC et on nous dit en obésité morbide, parce qu'il y a plusieurs stades. Oui. Je pense qu'il faut aussi être dans la prévention, parce que moi, dans mon histoire, ces stades-là, je les ai passés, je n'entendais pas et je ne voulais pas entendre, parce qu'après, on est responsable pour plein de raisons, parce que comme vous dites, il faut connaître l'histoire de son poids. Et c'est 200 kilos, c'est 300 kilos, c'est 100 kilos, c'est une histoire avec ça. Bien et sûr. à un moment donné, il faut pouvoir entendre, mais sauf que le message, alors, je ne sais pas si vous allez, je pense que vous allez d'accord avec moi, c'est de dire, il y a une problématique de poids parce qu'il y a une problématique dans l'histoire. Pas en faire une fatalité et pas surtout penser que cette problématique, on va la résoudre tout seul. Et en plus de ça, on ne s'en aperçoit pas parce que c'est latent. C'est 1 kilo, c'est 2 kilos, c'est 3 kilos. Après, on ne veut plus se peser. Mais sauf qu'associé à ces kilos sur la balance, on rentre vite. Et le jour que ça se déglingue au niveau de la santé, moi, je suis arrivée à 250 kilos, je n'avais pas de diabète, je n'avais pas d'hypertension, je n'avais rien. Donc, je pensais que comme ma famille, ils étaient tous obèses et qu'ils sont morts à 200 kilos et en bonne santé, et j'allais être pareil. Sauf qu'on n'est pas sur la même mode de vie, on n'est pas sur les mêmes choses. Mais le jour qu'on doit traiter en urgence, là, on a moins le choix. Là, on subit encore plus la maladie. Et en fait, dans l'urgence, on va traiter l'aigu, mais l'aigu d'une maladie chronique. Alors que si jamais on anticipait, justement, quand vraiment et dans le surpoids, ou même au début à l'amorce de l'obésité, je pense qu'on arriverait à diminuer ces comorbidités, qu'on arrive maintenant à 18 comorbidités et 19 avec la Covid. Et en fait, ça ferait qu'on pourrait mieux traiter et mieux appréhender et moins appréhender de manière urgente ou de manière violente. Il n'y aurait pas toute cette urgence et toute cette peur de dire oh là là, tout mon corps me lâche et qu'est-ce que je vais faire? Donc vite et vite, il faut que je trouve une solution. Donc l'anticipation, pour moi, à mon avis, est primordiale. Alors, vous avez raison, c'est pour ça qu'on met beaucoup l'accent sur la prévention. Alors, moi qui ai l'habitude de travailler avec les adolescents, en fait, parce que les adolescents, ils sont tout jeunes, ils sont tout frais dans la vie. Après, je vous dirais que tout dépend de la famille et du vécu de l'obésité dans la famille. Parce que je vois, il y a beaucoup de mamans qui sont très inquiètes quand leur enfant est trop maigre, alors que le gamin va bien. Quand je dis trop maigre, il est dans un IMC normal. Parce que dans la famille, on est rond, voilà, parce que c'est comme ça, c'est la marque de fabrique de la famille. Donc, tout dépend du vécu de l'obésité. Après, cet enfant et cet adolescent va devenir adulte.
Donc, c'est à lui à se prendre en main et à voir si effectivement il en souffre ou pas. Et puis, vous avez effectivement des personnes qui sont dans le déni de la maladie, c'est-à-dire qu'elles ne la voient pas. Alors que les autres vont vous dire t'es gros, etc. Lui ne la voit pas parce que finalement, psychiquement, il a besoin de ça pour avancer dans la vie. Et un jour, il y a un déclic. Donc, ça peut être la maladie, effectivement, la complication grave, urgente, etc. Mais il faut vraiment prendre le patient au stade où il en est. Parce que franchement, au début de ma carrière, parce que j'ai un peu de bouteille, donc je fais des médecines comme tous les médecins. Au début de la carrière, je disais quand même, oui, votre enfant, il faut attention, il va grossir, je vais montrer même les courbes et tout. Et puis, je voyais que ça n'imprimait pas parce que les parents, ils étaient démunis. En plus, c'était leur faute si leur enfant était gros, vous voyez. Donc, quelque part, il faut aussi accompagner le patient au stade où il en est. Et si le patient est dans le déni ou dans vraiment, je ne veux pas m'en occuper, il faut respecter ça. Parce que si on le secoue… Mais donner l'information, c'est ça qu'on… On donne l'information, voilà. Ce qu'on veut faire, c'est que donner l'information pour que la personne l'entende et au moins de l'avoir entendu, eh bien, le jour où ils seront prêts, ils auront cette démarche-là. Que de ne pas communiquer sur ça et de dire, eh bien, non. Bien sûr, bien sûr. C'est pas des discours moralisateurs, au contraire. Et avec Madame sur l'obésité infantile, on s'aperçoit, comme vous dites, nous, on travaille, on a signé des partenariats avec des SSR, justement, parce qu'on a la problématique des enfants perdus de vue. On a la problématique de après l'institution, après le SSR, qu'est-ce qu'ils deviennent. On a la problématique des parents qui ne s'investissent pas ou qui n'arrivent pas à… Mais moi, j'ai rencontré beaucoup de mamans avant aussi, parce que des fois, bien souvent, l'enfant, quand il a un problème de poids, bien souvent, dans la famille, il y a la maman qui se bat ou un parent qui se bat contre ce problème de poids. Et les mamans me disaient, mais c'est horrible parce que mon fils ou mon enfant, je n'ai pas envie qu'il devienne, et je n'ai pas envie qu'il souffre autant. Donc après, ne mange pas ça, tu vas devenir comme ta mère. Et en fait, tout autour dans la famille, c'est de la frustration, ça tombe autour de… C'est une histoire de poids de famille, en fait. Et en fait, c'est là où c'est important que je pense que dans l'enfant et la famille, que maintenant, on construise des projets et que la famille se retrouve sur la famille et ce qu'ils doivent vivre en famille et que chacun soit aidé, et le parent et l'enfant, et sur des temps aussi accompagnés. Et je pense que maintenant aussi en structure, c'est important, je pense que c'est la volonté des équipes éducatives pour qu'il y ait un lien aussi et un relais entre le milieu médical et après la proximité. On le voit avec le maillage territorial et les de proximité pour que la continuité, si l'enfant ne peut pas, les parents ne peuvent pas payer une activité physique ou ne peuvent pas faire certaines choses ou la peur ou parce qu'ils sont… Eh bien, leur donner des outils, mais qui leur correspondent aussi, et pas forcément un outil sur 10 enfants parce qu'on a décidé que cet outil serait bon pour les 10 enfants ou pour les 10 adultes. C'est vraiment à la carte pour tous et trouver la meilleure solution pour chacun, mais bien sûr avec leur temporalité. Alors, vous avez absolument raison dans l'idéal. Dans l'idéal. En pratique, moi, je peux vous dire, dans la clinique où je travaille, tout est pris en charge par la Sécu. On a un petit bijou de clinique. On a même une piscine dédiée pour les APA, un plateau technique vraiment, vraiment génial. Eh bien, il y a des parents débordés. C'est-à-dire, en fait, l'urgence, la priorité pour eux, ce n'est pas l'obésité, c'est de manger tous les jours, c'est d'avoir un toit pour dormir, c'est parler français parce qu'ils viennent quelquefois de familles défavorisées. Donc, il y a tout un contexte socio-culturel et familial qui fait que c'est la priorité. Et le poids, finalement, ça passe en dernier. Donc, on donne à manger à son petit. Ben, c'est une façon de lui donner de l'amour, comme on peut, en fait. Ouais. C'est là où on voit la difficulté d'adhérer à des programmes vraiment, enfin, des petits bijoux. Je peux vous dire qu'à la clinique Édouard Riss, vous pouvez y aller, c'est un petit bijou. Eh bien, quelquefois, il y a des familles qui ne prennent pas cette main tendue parce que voilà, elles sont débordées dans leur tête. Oui. Parce que c'est pas la temporalité, c'est pas ce que disait Annick. Après, nous, c'est vrai qu'on le voit aussi avec ces enfants-là, mais l'histoire de la temporalité, elle est dans la prise en charge tout court de l'enfant. Elle est dans l'acceptation des parents aussi, parce qu'en plus, je ne sais pas comment fonctionne votre structure, mais c'est vrai qu'il y a des SSR qui sont loin des habitations primaires, enfin, de base, en fait, des personnes, ce qui fait qu'ils vont y rester 6 mois, 1 an, ce qui fait qu'il y a une grosse séparation avec la famille. Il ne faut pas ça. Je ne suis pas pour ça. Ouais. D'accord. On les prend 15 jours ou 3 semaines. Non, il faut pas les prendre, les sortir, parce que on les met dans une serre. Donc, c'est génial.
Moi, j'ai des patients qui ont perdu 25 kilos, 30 kilos en année scolaire, mais après, quand ils reviennent chez eux, pouf, le yo-yo, non, surtout pas. Non, eux, ils vont en milieu scolaire, du village. Voilà, fait. c'est Ils ça. sont pas sortis de la. Ils restent pas, en fait, ils restent pas que dans la structure. D'accord. Voilà. Mais voilà, ils sont dans la structure. Par contre, ils vont dans une école qui est Une publique. scolarité, voilà. Voilà, une scolarité. Voilà, ce qui mène en fait le lien en fait entre la structure et le milieu extérieur en fait. Oui, d'accord. Voilà, à l'état plan. Mais par contre, sur la question de la temporalité, voilà, c'est que des fois, c'est les enfants qui ne sont pas prêts à entamer quelque chose parce que il y a d'autres soucis derrière. Et des fois, ce sont les parents. Et là, ce qu'on voit dans ces problématiques-là de temporalité, c'est que il faudrait arriver à concilier justement les deux et que les deux soient en accord ensemble et avancent dans la même démarche pour qu'ensuite, au retour à la maison, tout le travail qui a été fait ne soit pas tout chamboulé et que ça dure sur le long terme et notamment de la partie de l'adolescent à l'adulte en fait. Bien sûr. Et moi, j'adorerais que les associations, il existe l'association de patients adolescents. Voilà, parce que moi, je voulais le faire à la clinique où je travaille, mais les parents, finalement, voilà, ils ne sont pas trop proactifs. Moi, je me dis, pourquoi pas créer une structure d'adolescents en obésité avec les parents inclus? Pourquoi pas? Là, je vous laisse le bébé, hein, en fait. Excellente idée, Brigitte. Voilà, parce que les adolescents, finalement, après, ils vont devenir adultes. Donc, c'est du court terme, en fait. C'est ça. Donc, peut-être qu'on peut revenir à l'adulte aussi, parce qu'une fois que l'obésité est constituée, voilà, on ne peut plus revenir en arrière, mais on peut freiner l'évolution, en tout cas. Voilà. Hein? Alors, est-ce qu'on peut donner la définition de l'obésité? Ouais. Exactement. Alors, la définition médicale, de toute façon, c'est par rapport à l'IMC, parce que l'IMC, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est un outil médical. Donc, la définition de l'obésité, c'est à partir d'un IMC de 30 kg par mètre carré. Après, nous avons des granulations, 30, 35, 40, 45, il n'y a pas de plafond de verre, ça va. Hein. Et puis, alors, des obésités massives. Alors, moi, j'aime pas trop le thème morbide, on dit massive, hein. Super massive, etc. Parce que morbide, déjà le mot obésité, voilà. Et puis, là, pour le coup, je pense que psychologiquement, ça donne un coup au moral. Donc, c'est une définition. En fait, c'est un excès de masse grasse dans le corps. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est une maladie du tissu adipeux. C'est-à-dire que nous avons tous de la graisse dans le corps, sinon on meurt. Hein. Si on n'a pas de graisse, on meurt. Hein. Mais il y a des phénotypes, en fait, des personnes qui vont développer cette masse grasse de façon plus importante sous la conjonction de différents facteurs, héréditaires, environnemental, personnel, etc. Dans cet excès de masse grasse, en fait, si on regarde bien, c'est pour nous protéger de la mort. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont nos réserves énergétiques. Et quand on regarde, quand on fait un peu d'anthropologie, c'est toujours intéressant de voir d'où nous venons, c'est que nos ancêtres, vraiment très très lointains, pour ne pas mourir de faim, parce qu'ils n'avaient pas le frigo et le supermarché à côté, hein, ils chassaient, ils cueillaient, etc. Eh bien, quand ils avaient beaucoup à manger, ils mangeaient beaucoup, ce qui veut dire que leur masse grasse leur servait de réservoir. Et quand il n'y avait plus rien à manger, ils migraient. Nous étions des migrants au départ. Et cette masse grasse leur a permis de ne pas mourir en cours de route. Il y en a qui sont morts, donc ils n'ont pas donné de descendance. Et nous sommes les descendants de gens qui ne sont pas morts de faim. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Et cette masse grasse est développée, elle nous a permis de ne pas mourir de faim. Maintenant, le problème, c'est que depuis un siècle et demi, dans nos pays industrialisés, on a beaucoup trop à manger. Vraiment, on n'est plus en train de cueillir, chasser, voilà, pour avoir sa nourriture. On l'a sous la main. Et en plus, à la maison, on a des grands frigos, des grands placards, etc. Donc, on n'est plus en carence alimentaire. Et on l'a vu pour le Covid. Là, pour le Covid, on avait quand même de quoi manger. On n'était pas non plus en guerre totalement. Dans cette masse grasse, sous l'impact de cet environnement tentateur, et puis l'influence aussi de facteurs personnels, fait qu'elle peut grossir et s'hypertrophier. Mais ça, ce n'est pas pour tout le monde. Encore une fois, il y a des gens qui n'auront pas ce problème-là. Donc, la personne qui a une excès de masse grasse, donc, qui correspond à la définition de l'obésité, c'est une maladie de la masse grasse. Donc, au début, effectivement, c'est réversible. C'est pour ça qu'on a vraiment le taquet chez les petits et chez les adolescents. Et les gens qui ont fait beaucoup de régimes ou qui ont laissé prospérer, etc., cette masse grasse ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus la diminuer, si vous voulez. C'est pour ça qu'après, on fait appel à la chirurgie de l'obésité, qui est finalement un outil, un traitement de l'obésité. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais c'est la solution de faciliter la chirurgie. Voilà. Non, c'est un traitement de l'obésité. Mais non, c'est un traitement de l'échec des prises en charge antérieures. Il faut bien voir ça comme ça. C'est pas je vais me faire opérer demain pour être mince. Il faut quand même que j'ai un parcours déjà, que
j'ai appris un petit peu les bases, moins alimentaires, physiques, etc. Et si c'est un échec, après, la solution chirurgicale. Voilà, donc cette obésité, à définition, c'est un excès de masse grasse dans le corps. Et cette masse grasse peut effectivement devenir le siège de mécanismes inflammatoires. Hein. C'est un petit peu compliqué à vous expliquer, mais enfin, sachez qu'il y a de l'inflammation au niveau de la masse grasse qui fait qu'à un moment donné, ça peut donner des maladies, des complications de l'obésité, comme le diabète, l'hypertension, etc. Ce n'est pas automatique. Hein. Nous avons des personnes en situation d'obésité qui n'ont aucune complication. Alors, après, la seule complication qu'on peut redouter, c'est les complications psychologiques. Hein, parce que quand on n'est pas dans les normes, dans le moule de la société, qu'on soit petit, grand, gros, maigre, etc., ben, ça ne va pas. Donc, c'est des complications psychologiques et puis c'est des complications orthopédiques, c'est-à-dire au niveau des articulations. Voilà, ça sont les complications, si vous voulez. Hein, notre jeune Nappa nous dira qu'on ne peut pas revenir en arrière. Autant on s'est traité un diabète, on s'est traité une apnée du sommeil, on s'est traité une hypertension, mais les complications orthopédiques, ça, on ne sait pas trop les traiter. Sauf si la personne fait beaucoup d'activités en décharge. Alors après, il faut devenir sportive. Il faut un certain temps. Oui. Après, c'est toujours la même chose, c'est qu'il faut arriver à trouver les thérapies qui sont adaptées et pareil, dans la temporalité de chacun, puisque la remise au sport, la remise au sport ou la mise au sport est quand même complexe et ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, on en parlera demain voilà, sur le dans tous les cas, reconditionnement. voilà, on en reparlera demain sur le reconditionnement, mais c'est pour les articulations, tout ça, sur les complications. Oula, excusez-moi, j'ai eu un gros blanc. Sur les complications, oui, voilà, on ne peut pas non plus guérir, mais au moins améliorer et améliorer surtout la qualité de vie de la personne, quoi, et son autonomie. Exactement, voilà. Il y a un profil type des patients qui arrivent dans votre cabinet, Brigitte? Il y a un profil type par rapport à quoi? Des patients obèses, est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce qu'ils sont tous malheureux? Est-ce qu'ils ont tous un problème psychologique? Est-ce qu'il y a un profil type? Non, du tout. Chacun s'analyse. Hein. Chacun s'analyse. Il y a des gens qui viennent, mais ils n'ont pas envie de venir voir le médecin. Hein. Ils viennent parce que le cardiologue leur a dit ou les pathologues leur a dit. Eux, ils vont bien. Hein. J'ai même un patient un jour qui m'avait mis son Goemio devant moi sur le bureau. Tu sais, le Goemio, c'est le bouquin là, des restaurants de luxe. Là. Il est venu en consultation avec son Goemio. Que ça, tu vois, pour me dire ma petite cocotte ne touche pas à ma nourriture. Voilà, donc vous avez des gens mais qui vivent très bien leurs problèmes de poids, qu'on leur fiche la paix, ils vont bien, tout va bien, etc. Et à l'inverse, de l'autre côté du curseur, vous avez des gens mais qui ne vivent pas à cause du poids. Et je vous dirais même, ce n'est pas à cause de l'obésité. Moi, j'ai des patients qui sont en discret surpoids et qui vivent tellement mal leur discret surpoids qu'ils rasent les murs, en fait. Et leur vie est un échec à cause de leur mal-être. Donc, ce n'est pas proportionnel au poids, en fait. C'est un problème d'estime de soi, de mal-être, d'image de soi. Et là, on est un peu effectivement dans l'intimité de la personne là. Donc, il faut en tenir compte de ça. Et ça ne se règle pas à coup de régime. Hein. Sinon, on est à côté de la plaque. Et au besoin, travailler de manière pluridisciplinaire et adresser auprès d'un confrère psy. D'accord. Si on va voir un nutritionniste, ce n'est pas par hasard non plus. C'est que je suis bien obligée de commencer par le goût nutrition. Ils ne vont pas d'emblée voir un psy en disant je vais mal, ils vont voir un nutritionniste, tu comprends? Il fait quoi le nutritionniste? Parce qu'on sait ce que fait le diététicien nutritionniste, mais il fait quoi le médecin nutritionniste? Alors, le médecin, d'abord, nutritionniste, c'est un terme qui est galvaudé, qui ne veut rien dire en fait. Il faut l'associer à un métier. Hein. Il y a le médecin nutritionniste, le diététicien nutritionniste, le pharmacien nutritionniste, l'ingénieur en nutrition, enfin voilà. Ouais. Le médecin est avant tout médecin, donc il fait un diagnostic, il fait un bilan, un diagnostic. Et après, le côté nutrition, il va fouiller un peu dans la vie des gens. On est obligé de fouiller un peu dans la vie des gens, c'est-à-dire comprendre pourquoi ils ont généré une obésité, leur mode de vie, leur culture, leur philosophie, les parents, les grands-parents. Enfin, on est obligé de rentrer dans tous les aspects de la vie. Et à partir de là, après, on voit les complications de l'obésité sur la santé. On est obligé quand même de faire un examen clinique. Donc, on examine les gens quand même, on les pèse, on les mesure, on regarde le cœur, le foie, les articulations, enfin, on fait un bilan exhaustif. Si jamais j'ai besoin d'un complément d'examen, je peux m'adresser au rhumatologue ou au gynécologue en disant merci de ne pas parler du poids, la personne le sait, elle vient me voir. Parce que souvent, les patients en obésité ne veulent pas consulter des spécialistes parce qu'on s'entend dire il faut m'écrire et ça ira mieux. D'accord? Oui. Voilà, donc c'est une discussion qu'il ne faut plus entendre ça. Il faut dire au médecin donc stop, docteur, en attendant, qu'est-ce que je fais quoi. On est d'accord.
j'ai besoin d'adresser au spécialiste quand j'ai besoin. Et puis après, à partir de là, on fait un diagnostic de ce que veut le patient et puis la réalité de ce qu'il peut faire, en fait, de ce qu'il faudrait faire. Bon, moi, alors là, pour le coup, tous les patients me disent, docteur, je veux maigrir. OK. Et puis, je veux retrouver le poids de mes 20 ans. OK. Bon, bah, 40 kilos, bah, OK. Donc, déjà, voilà. Déjà, il va falloir expliquer peut-être que d'abord, on n'a plus 20 ans et puis peut-être que ça serait bien d'être un peu plus humble que ça. Mais bon, voilà, chacun sa demande. Voilà. Après, on voit s'il y a des causes psychologiques. Ben, moi, je commence un travail. J'ai la chance d'avoir appris les thérapies comportementales et cognitives, ce qui veut dire qu'on travaille sur le tour du comportement alimentaire, en fait. C'est pour ça que ça m'a amené à travailler sur la chirurgie d'obésité, parce que je pense que les chirurgiens, beaucoup de personnes ont les troubles du comportement alimentaire en préopératoire. Voilà. On commence comme ça, puis après on voit si on a besoin du psy, de la PA, du kiné, de l'assistance sociale si besoin, d'une SSR si besoin, d'une cure thermale pourquoi pas, enfin voilà. Et puis voir aussi l'entourage, comment est-ce qu'il vit le problème de l'obésité aussi. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel l'obésité tout va bien, on ne change rien, ou si c'est insupportable aussi, voilà. Donc, c'est un message optimiste. Il existe une batterie d'outils, on peut déployer une batterie d'outils pour accompagner les personnes. Voilà. Parce que comme une maladie. Je sais pas si les patients sont très heureux, effectivement, quand ils arrivent dans votre cabinet, non pas à l'idée de vous voir, mais sont peut-être dépités par la situation, tout simplement. Donc, c'est plutôt encourageant de savoir qu'il existe une batterie d'outils pour. Voilà, c'est rassurant. On peut se prendre en charge, on peut être acteur de sa santé, on peut arriver à une issue jolie, voilà, et le faire de manière agréable, sans souffrir. Exactement, mais je pense qu'il faut vraiment casser le mythe d'aller voir le nutritionniste égale régime, quoi. Il faut vraiment casser ça parce que les gens, ils pensent sortir avec un régime tout le temps, mais vous avez fait combien de régime? 30, vous en voulez un 31e, mais écoutez, donc on va peut-être changer de voie aussi parce que, et là, souvent, quelque part, ils sont un peu démunis en disant, mais j'ai pas de régime, c'est quoi ce bazar? Ben oui, mais vous avez déjà un bilan physique à faire, un bilan alimentaire, un bilan des activités physiques, après on se revoit avec ça, puis voilà, petit à petit, on sème des cailloux. Mais ce n'est pas tout d'emblée. Sinon, autant faire comme j'aime, ou comme vous avez méthode du camp. On est d'accord. Parce que justement, voilà. Là, on a réveillé la bête. Annick arrive. Parce que j'en parlais tout à l'heure, mais justement, quand on parle sur les personnes en obésité, alors je pense qu'aussi il y a deux choses qu'il faut voir, c'est que par rapport à la maladie, là vous parlez de l'IMC, mais moi je tiens et je persiste à mon périmètre abdominal. Oui. Parce qu'entre l'obésité androïde et l'obésité génoïde, donc plus la personne va être obèse sur le haut du corps que sur le bas. Alors sur le bas, elle va mal le vivre mais la santé, son état de santé général sera moins impacté. Ça, c'est une première chose et que les gens, je pense que ça, c'est important de voir qu'il y a ce point commun aussi parce que tout à l'heure, vous disiez, et moi, je me bats avec mon mari pour ça. Il n'est pas en obésité, mais sauf que justement, la sédentarité, la malbouffe et les excès d'apéro, de marché, tu peux ne pas être avec des points de poids. Par contre, tu peux être en insuffisance rénale, tu peux avoir de l'hypertension, tu peux avoir des problèmes coronariens. Et donc, ce mal équilibre dans la vie fait qu'à un moment donné, automatiquement, ça va impacter sur sa santé. Et là, on voit avec la vie qu'on mène et la vie qu'on a, je veux dire, une recrudescence de toutes les pathologies chroniques et des patients chroniques. Il y en a de plus en plus. Donc ça, c'est une première chose où je pense qu'il faut faire la différence entre ces deux problématiques d'obésité. Et puis l'autre chose, c'est que quand vous parliez, et vous voyez des patients en plus de ça en préopératoire, c'est pas parce qu'on est en obésité qu'on a trop de réserves justement. Et la dénutrition qui s'allie à l'obésité et quand vous parlez de ces régimes et de ces choses-là que les gens font parce qu'ils pensent parce que ces gens-là sont parce qu'ils sont fragilisés psychologiquement. Parce qu'ils sont fragilisés et qu'ils croient. Okay. Moi, je veux vraiment mettre l'accent sur ce point, c'est qu'en fin de compte, c'est juste, on ne se rend pas compte, mais ça impacte sur notre santé et pas pour nous faire du bien, parce qu'après, on se retrouve avec des dénutritions, des dénutritions très importantes.
Et en fin de compte, ces régimes n'amènent rien. Au-delà de la frustration et de tout ça, mais physiologiquement, c'est un impact négatif, en fait. Un dérèglement. Bien sûr. Alors, vous avez raison. Je n'ai pas détaillé l'examen clinique. Hein. Et bien entendu, mesurer le tour abdominal, c'est fait partie de l'examen. Mesurer la masse musculaire, la masse grasse aussi, moi je le fais en consultation, c'est fait partie de l'examen. La dénutrition, forcément, il y a un bilan biologique à faire pour vérifier la dénutrition parce qu'effectivement, on peut être en obésité et avoir une dénutrition, notamment à cause des régimes ou du manque d'activité physique. Donc, ça fait partie du bilan, bien sûr, un bilan médical en fait. Donc, le médecin que je suis fait d'abord un bilan médical assez exhaustif avant d'aborder le côté alimentaire et le reste. D'accord ? Alors, après les obésités abdominales ou gynoïdes, vous avez raison. Quand on est en gynoïde, c'est moins dangereux pour la santé qu'en abdominal. Maintenant, quand on a un tour de taille qui dépasse 100 cm pour une femme, automatiquement, on a l'abdominal. Mais à la limite, on s'en fiche. Ce qu'on voit, c'est à l'examen clinique, on va vérifier les complications possibles et on va vérifier effectivement cette masse musculaire. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas assez de masse musculaire, alors là, il ne faut pas maigrir. Il faut commencer à restaurer la masse musculaire avant de perdre du poids. Voilà, ça c'est important. C'est sur l'impédance-métrie, là. Vous parlez de Voilà, l'impédance-métrie, mais corps entier. Parce que ça aussi, moi, je vous garantis l'impédance-métrie, mais alors, vous me mettez sur un sujet. Maintenant, les personnes, les patients qui vont dans les structures ou ailleurs, ils veulent tous ce papier magique, l'impédance-métrie. Sauf que derrière, il n'y a pas d'interprétation et on ne fait pas l'impédance-métrie, c'est ce que vous dites. S'il y a une fonte musculaire, s'il y a des choses, cette impédance-métrie, vous l'expliquez à votre patient, vous l'interprétez. Et ce n'est pas besoin de faire une impédance-métrie tous les 15 jours, en fait. Ah, bien sûr que non, bien sûr que non. Voilà. Alors, l'impédance-métrie, si vous voulez, alors, il y a un seul examen rigoureux, validé scientifiquement, qui est une densitométrie du corps entier, c'est-à-dire on fait une radio et on mesure effectivement la masse musculaire. Voilà. On ne le fait pas en pratique parce que d'abord, ce n'est pas remboursé par la Sécu. Il nous faut un gros appareil, donc c'est à l'hôpital. L'impédance-métrie corps entier, ce qui veut dire qu'il faut aussi avoir une espèce de poignet et des pieds, hein, les cas. C'est juste une photo, voilà, c'est juste une photo à l'instant T pour voir à peu près les compartiments corporels. Mais bien sûr, on l'a fait, moi je le fais tous les trimestres et encore tous les 4 mois ou 5 mois déjà pour voir la différence. Maintenant, ça ne suffit pas. On peut mesurer aussi les tours abdominaux, le tour de mollet aussi, le tour de cuisse, le tour de bras, pour voir aussi l'évolution en fonction, alors, surtout chez les seniors quand même, hein, parce que quand une personne va 34, 40 ans, ou alors en chirurgie de l'obésité, ça je le fais systématiquement. Mais une personne jeune, je ne mesure pas tout. Mais par contre, la l'impédance-métrie, c'est un bon moyen de voir la masse musculaire et la masse grasse, et du corps entier. Les appareils qui sont vendus dans le commerce, c'est uniquement les pieds. Oui. Donc, il y a un billet, puisque nous, les filles, on a plus de graisse en bas du corps qu'en haut. Donc, automatiquement, on va avoir un pourcentage de masse grasse au secours, tout le monde va s'affouler. Ça ne sert à rien. Il faut le corps entier, mais il faut reproduire l'examen. Voilà. Donc, c'est juste une photo. Et l'examen clinique aussi nous permet de voir si la personne est dénutrie. Et puis aussi, on peut faire des exercices de musculation, enfin, comment dire, pas de musculation, mais moi, je leur demande d'essayer de vous accroupir, de vous relever sans les mains, par exemple. Tout dépend de leur poids, évidemment. Sans les poids du genou, je ne fais pas ça. Mais lever la jambe quand ils sont sur la table d'examen, levez-moi la jambe et puis laissez-la, vous voyez, des choses comme ça, pour voir la force musculaire. Voilà, on peut aussi faire un grip test. Il y a plein d'astuces au niveau clinique qu'on peut voir, qu'on peut mettre en évidence pour mesurer la sarcopénie, en fait, en tout cas, la force musculaire. Il y a des tests qui sont simples pour voir la... Voilà, oui, c'est très simple. Hein. Voilà, ça, il faut le faire systématiquement. Moi, je le fais systématiquement. J'ai appris quelque chose, Brigitte. Ah. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je ne savais pas que quand on était obèse et dénutri, il fallait d'abord regonfler la masse musculaire. Ah ben oui. Et ben voilà. Et tu sais pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Absolument comme le commun des mortels. Donc, je pense qu'il y a beaucoup qui vont apprendre l'information aujourd'hui. Mais alors, vraiment, non, vas-y, dis-moi pourquoi. Parce qu'en fait, la masse musculaire, peut-être… Pour augmenter mon métabolisme de base. Alors déjà, oui, bravo, déjà. Déjà, pour brûler des calories au repos, déjà. Et puis la masse musculaire, nous les filles, on en a besoin pour la suite de notre vie. C'est-à-dire que quand on sera ménopausée, il y a une sarcopénie physiologique. Si en plus on fait des yo-yo, la sarcopénie est encore pire. Et après, quand on a 60-75 ans, on ne peut plus se relever, on tombe par terre, on n'a plus de solidité en fait. Dans nos muscles, c'est ce qui nous permet de bouger, de se lever, de ne pas tomber en fait. Donc quand on a 20 ans, 30 ans, on s'en fiche. Hein. Mais quand on commence à avoir 50 ans, voire plus, là, on a besoin de notre masse musculaire. Et donc, on peut être en obésité, effectivement, avec une bonne masse musculaire. Hein. D'accord. Et alors, par contre, si je pousse un peu plus loin votre expertise,
votre raisonnement. Les personnes qui vont à une chirurgie bariatrique, Oui. si vous les bilantez, puisque vous en occupez, donc vous les bilantez, ils sont en dénutrition, Pas d'accord? tous. Non, pas tous. Non, mais Imaginons le imaginons. cas de figure. Ah, imaginons. Voilà, Ouais. cas de figure où ils sont en dénutrition, donc Oui. vous allez les supplémenter. Exactement. Voilà. Par contre, dans le parcours préopératoire, Oui. donc si je vais vers votre analyse, vous validez bien le fait qu'avant, en plus de la supplémentation, il faut commencer une approche de reconditionnement à l'effort avant la chirurgie pour que justement il y ait une efficacité des deux en fait. Bien sûr, mais absolument. Donc, moi, je téléphone au chirurgien en disant tu vas attendre un petit peu avant de l'opérer parce que là, elle n'est pas en forme pour être opérée. Et les chirurgiens, ils sont sympas, ils mentent. Figurez-vous que je regardais parce que je lis les études, mais sauf que je n'ai pas d'études justement sur la dénutrition en pré-chirurgie. En préopératoire? En préparatoire, parce que en fait, moi je suis persuadée qu'il y a quelque chose, et c'est pour ça qu'il faudrait vraiment travailler en préopératoire sur ça. Et j'ai regardé sur la supplémentation, donc un chirurgien qui m'a conseillé d'aller voir des études, mais sur le viscéral. Donc il n'y a que des études sur le côlon ou l'estomac, qui est pas la même chose. Mais vous voyez, on fait de la supplémentation, mais 6 mois en amont, suivant le cas. Oui, Et on met du reconditionnement à l'effort, même avec des personnes qui attendent. Oui, exactement. C'est pour ça que les SSR me sont utiles, les SSR, parce que justement, quand la personne est en dénutrie, là, il faut attendre pour l'opération. Sinon, ça va être une catastrophe. Mais les chirurgiens ont bien compris ça maintenant. Donc, il faut absolument regonfler en protéines, en masse musculaire la personne, alors, avec l'alimentation, plus l'activité physique. Donc, c'est reconditionnement à l'effort, exactement. Parce qu'une fois qu'elles sont opérées, ces personnes-là, elles perdent beaucoup de poids et de la masse musculaire. Donc, il faut déjà qu'au départ, elles aient une masse musculaire assez importante. Ouais. C'est pour ça qu'après 60 ans, vous voyez, on peut opérer après 60 ans une personne en obésité. Mais voilà, on met en balance. Ah, mais c'est vous qui avez fait cette présentation sur l'opération avec les plus de... C'est pas vous qui avez... Non, c'est pas moi, mais... Il y a eu une présentation aux échanges sur la chirurgie. C'est toi, Brigitte, aux journées des... c'est moi, d'accord. Peut-être, je ne sais plus. Il y a 3 ans. Sur les problématiques quand on opérait les sujets plus âgés. Voilà. Être vigilant, justement, après à la dénutrition et après... Exactement. Voilà. Oui. Exactement. Mais voilà, donc après, c'est aux patients, on leur explique bien, on lui dit, mais OK pour la chirurgie, mais d'abord, il faut que vous y alliez, mais gonfler, quoi. Enfin, gonfler, c'est pas muscleur, mais en tout cas, préparer. Avec les armes. Déjà. Avec des armes physiques pour que ça se passe bien pour après, voilà. Sinon, c'est une cata, hein. Sinon, c'est une catastrophe. Je suis absolument dépitée, Brigitte, parce qu'il est déjà l'heure et il faut qu'on se quitte pour tes consultations. Ah ben voilà, avec plaisir. Non. On va prévoir, si tu es d'accord, de se revoir très vite et vraiment d'avoir une émission consacrée au suivi préopératoire et au suivi post-opératoire. Ah ben, plaisir. L'importance de ces suivis. Ah oui. Parce que c'est vraiment un sujet qu'il faut qu'on aborde. Donc, on te donne rendez-vous d'ici 4 semaines. Si tu es d'accord, on va caler un moment. On fera un rendez-vous. Mille merci. C'est toujours aussi formidable. Merci, mesdames. Je sais que tes patients ont vraiment une chance inouïe de t'avoir. Et on était passionnés. Voilà. Et nous, on était passionnés. Et moi, je veux bien être patiente aussi. Voilà. Bon courage en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Brigitte, et à très, très vite. Merci beaucoup. Bye, à très Bonne vite. soirée. Merci. Donc, nous, on va se quitter en petite musique. Pause pub. Pause pub. Allez, pause pub. Et pour vous dire, la première pub qu'on va sortir là maintenant tout de suite, c'est une des associations de l'UCNO. C'est pas vrai. C'est laquelle? C'est ASEC. Avec Christelle. Donc, on vous laisse avec les petites pubs et on vous reprend juste après pour vous faire un petit au revoir et pour vous annoncer la journée de demain. C'est parti. Martine, ça y est, Martine nous suit. Allez, c'est parti. Et demain, vous retrouverez aussi c'est demain la présentation de Stop Obésité de leur, oui, c'est demain. De leurs actions. C'est ça.
Bravo. Bravo les filles. Voilà, c'est une musique entraînante qui reflète tout à fait l'état d'esprit de cette association qui fait partie du collectif, dynamique, Et des présente, beaux sourires. bosseuse. Voilà, mille merci d'être au sein du collectif et d'être à nos côtés. On va se quitter là? Non, encore une. Encore une? Elle n'a rien compris. Elle Encore. ne suit pas. Elle est tellement pressée. Ah là tellement là là pressée. là là, c'est terrible. Depuis qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle fasse du muscle. Allez, C'est on ça, vous laisse c'est avec ça. celle-ci. Ah, celle-là. L'obésité, une pathologie multifactorielle. Hérédité, choc émotionnel traumatique, sédentarité, inactivité physique, alimentation non équilibrée, industrialisée, stress important, dépression, et j'en passe. Voilà ce qu'est l'obésité, maladie chronique. Alors parlons-en. Partageons autour de cette maladie lors des journées mondiales de l'obésité du CNAO, du 3 au 6 mars prochain. Sensibilisation, information, pluridisciplinarité, suivi médical, pouvoir en parler sans être stigmatisé et discriminé. L'obésité, ce n'est pas du cinéma, devenons acteurs. Bravo. Ça y est, maintenant on peut dire au Là, revoir. c'est Au maintenant revoir. Carole. Donc en tout cas, vous avez été nombreux à Génial. nous suivre. Bravo. Merci, Céline, merci. Anne, Martine, Stéphanie, Ludivine, Anne, Martine, Anne. Donc en tout cas, merci. On a plein de cœurs, plein de pouces. Mais on espère que vous avez passé un bon moment. Nous, oui. Une belle après-midi à notre compagnie. Nous, oui. Ben, nous, on s'est régalés. Ah bien ouais. sûr. Et encore merci à du tous coup, les, et à demain- tous les invités. Et du Attends. coup, demain, on Et revient. demain, on passe la journée ensemble. Et Ma- demain, on a des Oh. messieurs avec nous parce qu'aujourd'hui, c'était mon coup Oui, de oui. madame. Oui, oui, oui. ça, Demain, beaucoup on de vous filles. dit qu'il y a quand même un peu des Beaucoup. messieurs. Donc, Et on se, Une majorité d'hommes. Bah oui. Moi. on se retrouvera le matin un peu tard parce qu'à Paris, ils se lèvent un peu plus tard que dans le sud. On nous a dit. Excusez-nous, il faut le temps de réveiller tout le monde. Allez, Paris on se démarre à 10 réveille. heures, on démarre à 10 heures. Oui, mais nous, on est plus Ça me matinés. semble tout à À fait honnête. 9h50 parce que à À 9h50, spot pub. Merci, Création. bien sûr. Donc, Claudine, ma maman qui dit toujours intéressant. Merci, merci, maman. Claudine, Isabelle, Espace Objectif Santé, la bise de l'association. Ah, Eh, gros ben, bisous. là-bas. Vous occupez bien, hein, vous occupez bien. J'espère que vous avez passé un bon moment, mais en tout cas, on vous fait des mille bisous. Ah oui, on fait un coucou aussi à Anne-Sophie qui voulait se joindre à nous, quand même, Mais Madame bien- la Présidente. mais bien sûr. Parce que Madame la Présidente Mais elle est derrière nous, vous le est par noms et par vos en interview. Enfin, on vous racontera tout ça demain On parce essaye. qu'elle sera avec nous demain. On va essayer de l'avoir un peu à nos côtés demain. On espère que ces journées vous apprennent plein de choses. En tout cas, vous déculpabilisent et que vous passez un bon moment avec nous qui tentons de vous passer une bonne information vulgarisée. Voilà, on essaye de Vulgariser la de retraite. dénoncer les tabous, on essaye de donner les mots justes. Et puis voilà, et puis à demain, en tout cas. Et comme vous direz Anne-Sophie, je vais le dire comme si c'était de sa bouche, je Je vous vous aime. C'est pas pareil, hein. Comment ça, c'est pas pareil? Non, C'est vrai que je suis beaucoup plus jeune qu'elle. Allez, prenez soin de vous, à demain. bisous. Et on Bye. essaiera de vous avoir les interviews qu'Anne-Sophie a fait pour vous. Bien les sûr. passer. Voilà, on vous met tout sur le site et sur les réseaux sociaux. À demain, à demain, À à demain. demain. Et signez la pétition. Oui, Pétition. signez la pétition. À demain. À demain, bye.